J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live, un nouvel épisode en podcast pour ceux qui l'écoutent en rediffusion. Aujourd'hui, je suis accompagné de César. Bah, écoute, merci de m'avoir invité, hein, et Ah, bonjour à toi, Jason. avec plaisir, avec plaisir. Je suis très content que tu aies accepté de venir participer à cette émission. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, que ce soit l'athlète, la personne, le coach voilà. Ouais, bien sûr, bah, écoute, pour faire assez synthétique, pour faire synthétique et chronologique, bah, j'ai commencé le bodybuilding en compétition il y a quelques années. Progressivement, après avoir rencontré un coach qui est un ami de mon père et qui m'a justement, tout réappris et qui m'a lancé dans les compétitions. Chose que je voulais faire depuis longtemps, mais forcément au début tu paumé et il m'a guidé jusqu'à avoir une carte pro il y a 3 ans, ouais, je l'ai eu à 20 ans, donc c'était un record qui a été égalé depuis 3, mais bon, c'était cool. Bon endroit au bon moment, pour être très honnête aussi, mais quand même une sacrée performance et puis derrière, bah, j'ai lancé davantage mon coaching, parce que, tout ce que j'avais appris en tant qu'athlète, j'ai voulu mettre en application avec des clients, je voyais que ça marchait bien. Puis tu te confrontes un peu au terrain, mais on va en parler justement. Des fois, tout ce que tu sais, tu le confirmes ou tu l'infirmes avec le terrain, donc derrière, tu apprends beaucoup. Et donc j'ai développé mon coaching et jusqu'à aujourd'hui, bah, j'en vis. Ça a pris du temps, mais j'en vis et puis derrière, très récemment, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle l'Imperium, qui est du coup, en fait, une plateforme privée sur laquelle, bah, à la fois, il y a un forum avec 7 coachs qui sont là pour t'aider. C'est un peu, justement, pour ceux qui peuvent pas se payer un coach ou alors qui sont coachs et qui veulent améliorer un petit peu, leurs connaissances et puis derrière, on a des vidéos régulières, hein. Dessus, il y a Anthony Trévisan, il y a Luc Chambrier, il y a pas mal de grosses têtes qui font des thématiques en lien, pardon, avec le bodybuilding et échange avec les membres. Donc voilà un petit peu, 3 thèmes, côté athlète, pro en IFBB, côté coach, ben, je développe pas mal ça, notamment avec ses compétiteurs. Et derrière, et récemment, l'Imperium. C'est un peu les 3 gros trucs à savoir, je pense, sur moi aujourd'hui. Parfait. Et si je pouvais rajouter, il me semble que tu es aussi du coup le plus jeune pro en bodybuilding. Oui, c'est ça. Bah, au moment où je l'ai eu, je crois que j'ai battu en fait de peu, si on chipote, Quelques jours, le ouais. record qu'avait Cody Montgomery, c'est un Américain, qui l'a eu à 20 ans, ouais. Mais je crois depuis, il y en a eu qui l'ont eu à 20 ans, en body. Je sais qu'il y en a eu qui l'a eu à 19 en classique, mais bon, là, moi, je parle de bodybuilding, pas de classique physique. Donc, ouais, petit record qu'on prend avec plaisir, franchement, Carrément. C'est sûr que c'est un record qui doit faire plaisir. Donc, c'est aussi en partie, comme tu l'as dit, tu es beaucoup dans le coaching des athlètes bodybuilders. Donc, c'est aussi pour ça que je t'ai invité vraiment pour parler de ce sujet aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les stories ou autres, on va parler tout simplement en fait de la réalité du terrain entre la science pour la musculation, l'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de bases à rappeler, et donc ça va être hyper intéressant d'avoir tout simplement, je pense, un point de vue qui va être peut-être différent du mien, mais du moins qui aura une expérience totalement différente. Parce que je suis pas du tout dans le coaching mode bodybuilder, je suis pas un athlète, donc ça peut donner tout simplement deux sons de cloche un petit peu différents et très sympa, je pense. absolument, ouais. Donc, on va commencer par la science et l'hypertrophie. Euh, alors, peut-être qu'on va peut-être pas rappeler ce que nous dit la science non plus dans des gros détails. On va faire ça en résumé. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, voilà, si on lit la littérature scientifique, il faut faire tant de séries par groupe musculaire, par exemple, tant de répétitions, être si proche de l'échec, pour que tout soit optimal. Toi, c'est quoi ton avis quand quelqu'un vient de dire, par exemple, ouais, bon, bah, tu t'entraînes pas assez proche de l'échec, donc c'est pas bon pour ton hypertrophie, ou il faut faire tant de séries pour progresser. Est-ce que toi, tu as un avis tranché là-dessus? Comment tu interprètes la chose? Hem, je pense que je vais répondre à ça déjà avec deux exemples. Je sais que, par exemple, déjà, pour prendre un extrême, je me souviens que la prise de masse où j'ai pris le plus des jambes, je faisais 2 séries de squats, 2 séries de leg extension, un peu de fente au poids du corps et je rentrais chez moi. Et j'ai jamais autant pris des quads de ma vie. Juste une fois par Deuxième semaine? truc, par semaine. Ok. Mais en fait, je m'étais tellement lourd et je faisais ça Ouais. tellement bien que tu vois, bon, déjà, premier truc. Deuxième truc, il y a pas longtemps, j'en ai parlé sur mon podcast aussi, j'avais vu un réel passer de AJ Morris. Je sais pas si tu connais, c'est un culturiste, Ouais, je connais le nom, ouais. anglais naturel. Bon, tu sais, là-bas, les Anglais, c'est un peu la vague Jordan Peters, tu vois? Train by Mhm. JP. Ils s'entraînent à fond, ils mettent très lourd et cetera et il disait à juste titre dans un réel, que justement, avant de parler de volume, bah, fallait déjà voir si tu te mettais la misère à l'entraînement, si tu mettais très lourd, si tu allais loin dans l'effort et cetera. Ouais.
pourquoi j'ai cité ces 2 choses-là? Parce que, bah, les 2 en fait, c'est un peu mon expérience. Parce qu'à la fois, le volume d'entraînement en fait, comme toute question de ce type-là, c'est un peu 50-50. On peut pas répondre, c'est le volume qui fait prendre de la masse. Non, c'est que l'intensité, la tension mécanique, ceci, cela. C'est un ensemble de plusieurs choses. Mais pour moi, les 2 grandes choses à prendre en compte quand tu construis un programme, que ce soit pour toi ou pour un client, c'est Ouais, surtout déjà de un, bah, la tension mécanique, le stimulus que tu vas demander dans un premier temps et tout ce qui englobe, hein, stress métabolique, micro-lésions musculaires, mais surtout la tension mécanique, en avançant le temps surtout. Et de l'autre côté, le volume. Parce que si tu raisonnes qu'avec du volume, tu peux faire des séries qui sont pas très intenses, pas très lourdes et pas très effectives. Mais si tu raisonnes qu'avec le côté qualitatif et non pas quantitatif, tu vois? C'est les 2. Enfin, c'est le volume, c'est la quantité, c'est le nombre de ouais, séries, de répétitions et la tension mécanique, le stress direct que tu demandes, c'est un peu la qualité de ce volume. Il faut toujours avoir relié les 2 parce que tu peux faire le volume qu'une étude te dira et puis finalement tu l'appliques pas comme il faut, tu mets pas c'est ça. assez d'efforts, tu mets pas assez d'intensité, pas assez de charge et tu en tires très peu de choses. Mais de l'autre côté, il faut pas non plus ne pas quantifier son volume et simplement se dire: «Bah, je vais bourriner, comme Amaury l'a dit là, avec 2 séries et je vais rentrer chez moi». Parce que faut pas oublier que, bah, déjà j'étais pas naturel, je mangeais 10 repas à cette époque-là, je dormais 10 heures, je faisais 120 kilogrammes, c'est très différent. Ouais, ouais, Mais c'est un extrême qui appuie un petit peu ce que je te dis là, de par l'expérience. Donc en fait, c'est ces 2 choses-là, il faut faire cohabiter. Donc pour moi, il y a pas à choisir une école. Il y a en fait à déjà de un comprendre ces notions-là. Quand on ouais, simplifie déjà. grandement, c'est la qualité et la quantité. Et ensuite, lorsqu'on applique le programme où on a raisonné comme ça, bah, on surveille les progrès. Si on part du principe que tu manges suffisamment, que tu récupères suffisamment, que tes trainings sont bien agencés entre eux, ton système nerveux donc est maximum. Ensuite, là, tu peux te dire: «Tiens, j'ai peut-être pas assez de volume. Tiens, j'ai peut-être pas assez d'intensité». Quand tous les autres feux sont ouverts. Mais avant tout, pour moi, pour vraiment, faire la distinction entre les 2, j'oublie un peu la question au passage, mais c'est vraiment T'inquiète. ces deux axes-là, ces 2 angles-là d'analyse qu'il faut déjà, avoir. Parce que l'un Surveiller. ne va pas sans l'autre, ça me paraît être évident. C'est sûr, mais t'inquiète pas pour le fait de dériver de la question, parce que je pense que on est littéralement obligé de dériver toujours si on veut pas oublier de parler de certains détails. Et je pense que c'est hyper important. À un moment donné, tu as tout simplement détaillé le contexte de toi, que tu mangeais 10 repas, que à ce moment-là, tu n'étais pas naturel, que tu dormais 10 heures. En gros, que tout était vraiment optimisé, pas que à l'entraînement, mais aussi autour de ça, qu'il y avait donc aussi toi ton expérience. Et je pense que c'est la majorité du temps le gros problème que les gens font. Parce que tu vois, tu as eu une bonne expérience avec ce système d'entraînement, avec cette évolution. Mais est-ce que après avoir eu ces bons résultats, tu as directement sauté sur la réseau et tu as dit à tout le monde, faites que 4-5 séries pour les quadriceps par semaine? Non. Bah, évidemment que non. Bah oui, sauf que la majorité du temps, ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est des gens qui vont sauter sur l'opportunité pour dire: «Oh ça a marché, je vais sortir un gros avant-après de mes cuisses. Je vais pas dire tout ce que je faisais aux alentours, que tout était optimal et tout et bah ça a passé», tu vois? Parce que, bah, ça correspond à ce que toi tu as pu fournir comme effort à ce moment-là et je pense que dans cette situation-là, il y a plus de 99 des gens qui vont pas réussir à mettre autant d'intensité peut-être que toi quand on parle surtout de personnes qui ne sont pas compétiteurs. Pour des compétiteurs, c'est différent. Il y a une motivation différente derrière. Il y a la patte du gain, j'allais dire, mais surtout de terminer premier, de devenir pro, tout ça. Pour une personne qui est lambda, encore une fois, c'est pas négatif, mais qui veut prendre du muscle ou perdre du poids, on va pas lui faire faire ça, quoi. Et je pense que c'est ça qui Bien se sûr, mélange un petit peu partout, quoi. j'allais dire tu peux lui faire ça, mais si tu parles des 18 repas et des conneries, enfin des 10 repas et tout, non, évidemment non. Ouais, Mais ouais. ouais, c'est exactement ça, j'ai pris cet exemple-là, mais évidemment, c'était peut-être, 3 mois, 4 mois dans ma pratique et là, en mars 2024, ça fait 10 ans que je m'entraîne. 3 mois, 4 mois sur 10 ans, c'est une occurrence, c'est une fois où j'ai remarqué que ça marchait, mais ça veut pas dire qu'en ce moment je fais ça. Ça veut pas dire qu'avant je faisais ça. C'est-à-dire qu'à un Hmm. moment donné, j'ai fait ça et ça a marché. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, si tu le Mais fais, est-ce que tu penses que ça marcherait aussi bien ou pas? je pense que ça marcherait toujours. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas les mêmes contraintes, j'ai pas le même rythme de vie. Je bosse beaucoup plus sur, mes entreprises et sur le coaching et voilà. Tu aurais peut-être Là, pas autant de j'étais vraiment dans plaisir, des c'est ça? Peut-être que tu aurais pas autant d des pas j'allais dire peut-être que tu aurais pas autant oui, d'adhésion, autant de plaisir à le répéter qu'avant? Ou je pense que je prends pas vraiment en compte le plaisir dans l'entraînement. Enfin, OK, comment dire? Enfin si, tu vois, c'est sympa, mais je veux dire, je fais avant tout ce qui est productif,
au-delà de Ouais. ce qui me fait envie, tu vois? C'est un peu la base quand on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Bah, quand on est Donc compétiteur. voilà, ouais. Mais donc moi, ça me gênerait pas de le faire, psychologiquement. Par contre, physiquement, quand tu mets, parce que je mettais quoi? 220 kilos et je faisais peut-être 3 secondes de négatif sous tension, une dizaine de reps, ça a OK. changé mes cuisses, hein. Par contre, il y a un coup, tu peux te blesser à la barre libre, surtout avec autant de poids. Surtout, je me suis déjà déchiré, micro-déchiré les 2 vastes externes. OK. Enfin, micro-déchirure, hein, c'est pas un truc de fou, mais bon, quand même, il y a une petite blessure qui est là, donc faut faire super attention. Donc tu peux pas, en fait, faire des trucs comme ça tout le temps. Et qui plus est, nerveusement, c'est épuisant. Et là, en ce moment, je suis pas en train de mettre l'accent sur mes cuisses, donc pareil. Quand je mettais l'accent comme ça sur mes cuisses, c'est parce que nerveusement, je me fatiguais moins à faire le dos, les pecs, d'autres choses, et donc j'allouais plus d'énergie à ça. Ouais. Ça, c'est un truc dont je parle beaucoup, notamment sur notre forum Hyperium, quand on fait nos vidéos et qu'on parle de gestion d'entraînement, physiologie interne, nutrition. C'est que, en fait, tu as un total d'énergie chaque semaine et tu ne peux pas tout faire. Faut C'est sélectionner, ça. ça, c'est un truc très important que les gens ne font pas hors saison. C'est l'erreur principale, pourquoi ils font pas de progrès, des progrès significatifs et pourquoi moi j'en fais avec mes clients, c'est qu'ils ne sélectionnent pas, des axes principaux. En fait, ils ont envie de progresser partout. Ouais, j'ai envie de prendre des bras, ouais, j'ai envie de prendre des jambes, des pecs, des machins. Ouais, mais pendant 6 mois, concentre-toi sur deux trois trucs. Ouais. Le reste, t'en fais le minimum, ça va pas s'envoler et ensuite, si besoin, tu changes le focus. Bah, ça, on peut voir que, tu vois, là, tu parles au niveau de l'entraînement, tu sais, de vouloir être à 100% sur tous les groupes musculaires. Mais je pense que aussi au-delà de l'entraînement, c'est à prendre en compte. Il y a beaucoup de gens qui demain veulent des transformations physiques et ils veulent un petit peu tout faire d'un coup, en même Ouais, temps et à 100%. Alors c'est bien d'avoir énormément de motivation ou autre, mais je pense que des fois, il faut être aussi réaliste sur certaines choses. Parce que ouais. à force de ne pas l'être, ben en fait, on va être déçu. Et si tu es déçu, t'as pas envie de continuer. Donc, comme tu as souligné, toi, tu es compétiteur, donc le côté plaisir ou autre, c'est un petit peu à mettre de côté, même si, bon, c'est bien quand il y en a, hein, Modéré, forcément, faut adhérer, mais modéré. voilà, il Mais, y a pas besoin de mais voilà, tu vois, quand tu es compétiteur, on va dire, bah, je pense que c'est comme dans tous les sports, tu fais ça parce que tu aimes ça, déjà aussi de base, mmh, mais tu fais ça aussi après pour gagner, pour être le meilleur que tu peux être. Et on sait que quand on doit être optimal dans tout, on doit être le meilleur. Ben c'est pas forcément ce qu'on a tout le temps envie de faire. Donc, il y a plus de compromis à faire bien qu'une sûr. personne, encore une fois, qui n'est pas compétiteur. Tu vois, je pense qu'on n'a pas la même approche. Si toi, demain, je vois que tu prépares Bah, beaucoup de compétiteurs, tu vas pas avoir la même approche que moi pour quelqu'un qui va me dire, oui, ben voilà, je veux prendre de la masse musculaire, je veux prendre 4 5 kilos, je veux augmenter mes perfs. Je vais pouvoir lui mettre des exercices qui sont peut-être pas optimaux, qui sont des séries, de nombre de séries ou de répétitions qui sont pas optimales, mais qui correspondent peut-être à ce que lui aime faire et qui du coup va pouvoir reproduire sur un long terme en fait. bah, exactement, tu vois? Je traite pas en coaching un compétiteur comme, un pratiquant passionné ou simplement quelqu'un qui veut perdre du poids pour un concours de police, de l'armée, de pompiers, de que sais-je. Tu vois, j'avais un appel avec un client, un nouveau là, il y a pas longtemps et lui justement, c'est juste perdre du poids, une recomposition corporelle pour un concours, bah, justement de police à la rentrée. Bah, en fait, je lui ai demandé: «Écoute, est-ce qu'il y a des axes sur ton physique que tu veux prioriser?» Tu vois? Est-ce que, je sais pas, peut-être, tu veux être bien dans ton corps. Par contre, un compétiteur, je lui dirais jamais ça, tu vois? Ah ben Je non. lui dirais: «Écoute, là, il manque ça, on va bosser ça parce que je sais ce que veulent les juges, je sais là où tu pèches, donc on va travailler ça et si tu es pas d'accord, bah, je suis désolé, mais en fait, je suis pas le bon coach parce que il faut travailler ça pour que tu sois bon, sinon en fait, c'est pas la peine». Et oui, pour le plaisir, pour rebondir là-dessus, c'est que, en fait, tout sport que tu fais, et même en amateur finalement, quand on fait une vraie préparation, qu'on pousse sa sèche, très loin, ça reste du sport à mes yeux de haut niveau parce que ça englobe toute ta vie, c'est vraiment très prenant d'un point de vue, bah, physique, émotionnel, financier, voilà. Hmm. Bah, en fait, un compétiteur, faut bien qu'il dissocie, faut qu'il ait un fort sentiment pour être bon du moins, un fort sentiment de, récompense différée, tu vois? Ouais, ouais, je vois. Alors tout le monde doit l'avoir, mais je veux dire un compétiteur plus que les autres parce qu'il y a des fois, tu vois, je sais pas, j'aurais pas de coach, je pense que je me ferais des pâtes bolognaises tous les jours, tu vois? Ouais, Parce que bah j'aime bien ça. après, tu as la structure aussi d'un coach derrière, tu dois lui rendre des comptes. Est-ce que toi tu vois ça comme ça Exactement. Ouais, voilà. Bah, C'est moi-même, s- j'ai un coach parce que je l'ai gardé et oui, je suis d'accord, ça permet de des fois, tu vois, c'est même pas, bon, mon coach, s'y connaît mieux que moi en bodybuilding, hein. Mais des fois, je vois des coachs avoir des coachs et je pense que c'est pas tellement pour les notions, mais c'est simplement pour pas avoir la tête dans le guidon et poser un peu le cerveau. Parce que tu te Bah trouves ouais. jamais assez gros, tu te trouves jamais assez sec, tu te trouves, tu vois?
Bah, même sinon et tu c'est bien me d'avoir ce recul et l'expérience. moi je sais que personnellement, là actuellement j'en ai pas parce que j'ai un petit peu une vision différente du sport et de mes objectifs. Mais tu vois, j'étais suivi par Fitness Break, c'était lui mon dernier coach. En fait, c'était juste une charge mentale qui était délestée. C'est que même moi, des fois, j'ai des coachs ou des diététiciens qui m'ont suivi et c'est juste parce qu'ils ont pas envie de se prendre la tête à se dire: «OK, je dois manger tant. OK, ben lui, il me donne des recettes, il me donne des idées, il me donne des macros, tu vois? Ça te permet de pas remettre en question. Moi, je sais que à l'époque, si j'avais pas, par exemple, Fitness Break, je remettais toujours en question. Je changeais mon programme toutes les semaines. J'avais tu vois, tu es toujours en mode, donc ouais, il y a ça à prendre en compte. Et par rapport à ce que tu disais, que quand toi, tu as un élève qui vient et qui n'est pas compétiteur, forcément, tu vas pas avoir la même approche. Moi, je pense que ça, c'est une problématique de beaucoup de coachs compétiteurs qui vont traiter tous leurs clients comme si c'était des compétiteurs, Oui, tu vois. Et ça, je suis ouais. en mode, non, ça marche pas. Ça marche pas parce Mmh. que, comme tu l'as dit, ça englobe tellement de choses quand tu fais de la compétition, même en amateur. Moi, j'ai fait une seule compétition. Je sais pas si j'en referai. Et je sais que quand je l'ai fait, toute ma vie, pendant plusieurs mois, elle tournait autour de ça, en fait. Elle tournait absolument autour de ça. Après, pas le choix, hein. Et voilà, je sais qu'à cette époque-là, tu vois, moi, c'était l'opposé peut-être de toi. J'avais énormément de volume. J'ai ressorti les programmes en story il y a pas si longtemps. J'étais à 50 séries, peut-être des fois par séance, enfin un truc de fou Mmh. furieux. J'étais suivi à l'époque, mais moi j'avais aucune connaissance, c'était il y a 6 ans. Ouais, 6 7 ans. Ça commence à remonter là. Et franchement, ben, c'est comme si après, moi, je disais à tout le monde, ouais, ben, faites comme ça. Alors que moi-même, à l'époque, je sais que toute ma vie, et personne, quasiment personne de lambda, qui veut prendre du temps pour sa famille, ses amis. Moi, j'étais tout seul au Canada à cette époque-là, j'étais vraiment expat solo. Donc, en soi, ben ouais, j'avais la tête dans le guidon, j'avais rien d'autre à faire que de m'entraîner, même si je finissais le travail à minuit, parce que j'étais cuisinier et tout, tu vois. Mais ça, les gens ne peuvent pas. Tu peux pas dire ça à tout le monde de faire ça. Genre, d'imposer ce rythme-là. Et je trouve qu'il y a des coachs compétiteurs qui vont dire non, tu flexibilises pas, non, tu fais tel exercice, tu remplaces pas, non, tu fais. Tu vois. Euh, Il y a une part de flexibilité qu'on peut intégrer pour beaucoup de gens, pas pour les compétiteurs. Mais je pense qu'il faut prendre ça en compte quand même, énormément. Ouais, c'est tu vois, j'ai direct compris, ce que tu voulais dire parce qu'il y a beaucoup de fois où, je récupère enfin beaucoup de fois, ouais, je fais le marseillais. Ah Il y ouais. a pas mal de fois où j'ai récupéré, au cours de ma carrière de coach, des gars qui voulaient juste perdre du poids et en fait, ils sont dirigés vers un bodybuilder, tu vois? Et en fait, le problème, c'est que le programme, c'est du zéro carb et du cardio à jeun Ah ouais. et des jours hauts et des jours bas et Ouais. 0 cheat meal. Enfin, une prépa, quoi, presque. Ouais, ouais. Bah déjà, tu sais, mettre du jour haut, jour bas, je pense à quelqu'un qui est pas compétiteur. Bah après, ça peut être spécifique, hein, si la personne, elle Tu apprécie, tu tu peux vois, ou tu ça. peux périodiser tu peux périodiser les apports, les cycler un petit peu, tout ça. Mais de là à faire une diète vraiment, où il y a c'est genre, ouais, poulet, légumes, poulet, légumes, poulet, légumes, le matin c'est cardio, le soir c'est ça, enfin, Bah déjà, un zéro on carbs sait pour un pas quoi non faire. compétiteur, je trouve, c'est Ouais, intense, déjà, quoi, là, hein. enfin, donc il y a des fois où, ouais, en fait, les mecs et tu vois, en commençant le coaching, j'étais un peu, coupable de ça. Alors pas faire des dingueries pareilles, mais je veux dire d'être un peu, comment dire? Coincé dans le modèle bodybuilding parce que tu connais que ça, pardon. Ouais. En fait, tu connais que ça et du coup, ben, tu as du mal à faire une diète un peu plus flexible parce qu'en fait, ton coach en a jamais fait, puis toi, tu as pas coaché grand monde, alors tu es pas sûr et tout. Pourtant, tu sais très bien que des pâtes ou du riz, bon, tu vois? C'est Ouais. bon et les exercices, pareil, tu es un peu réfractaire, tu dis: «Non, non, c'est j'ai toujours fait un peu comme ça», tu vois? Mais quand tu gagnes de l'expérience, quand toi-même tu vois différentes diètes, tu marches avec plein d'aliments différents, en fait, tu te relâches un petit peu. Le problème, c'est peut-être que ces gars-là, justement, soit ils se remettent pas en question, ou ils sont pas très pragmatiques sur ce qu'ils ont vécu, soit simplement c'est que, ben, ils font toujours qu'une méthode, ils en connaissent qu'une et ils se prennent pas la tête, ils font des copier-coller, souvent ça arrive aussi. Ouais, question de facilité, Donc quoi. voilà. Je connais beaucoup d'histoires où il y a des mecs qui me disent: «Ben, j'étais chez tel coach, puis on a regardé nos programmes avec nos potes, on était chez le même et puis, merde, on a tous le même programme, en fait». C'est un Classique. peu embêtant quand même. Il y a quelque chose qui s'appelle, la personnalisation. Bon. Après, ouais, c'est un vrai souci parce qu'au final, tu imposes des contraintes à des gens où ça n'a pas lieu d'être, tu vois? Ouais. Hem, au et ça montre un manque déjà d'intelligence sociale, tu vois? Alors évidemment, des fois, c'est quand tu es en ligne, des fois,
tout le monde en est un peu coupable, je pense, de pas bien saisir, le problème d'un tel ou quoi. Tu sais, des fois, les gens des fois, ça peut mal passer, il y a un truc que tu comprends pas bien, tu as pas bien cerné c'était quoi le souci, tu adaptes mal, bon, ça peut arriver. Mais de là à que tout le programme ce soit un peu, ce soit bodybuilding alors que le mec il veut juste être beau pour la plage, bon, c'est un peu compliqué donc ouais, il y a aussi un manque peut-être de perspective, de se dire, bah, en fait que là je lui mette, des amandes ou du beurre de cacahuète, ça a changé quoi, tu vois? Ouais, Que je lui mette du saumon ou, du hareng, ça a changé quoi? Que je lui mette des œufs ou, tu vois? ou peu Genre, il y a un importe, moment, ouais, faut un peu ouais. se détendre. Bah, Je suis pas du genre à dire que tu vois, je suis pas non plus du genre à dire qu'absolument tout se vaut, tu vois? Moi, je fais pas de diète, complètement flex, tu vois? mmh, Tout à l'heure, tu parlais, je crois, de donner des macros, tout ça. Moi, je fonctionne pas comme ça. J'aime bien quand même avoir la main mise sur les trucs, mmh. mais bon, tu peux avoir un panel quand même de choses vastes. Moi, je suis quand même j'ai mon petit côté bodybuilder aime bien qu'il y ait des bons timings et tout pour bien performer, pour tu vois? Au niveau des apports, bon, ça j'aime bien et je pense que c'est une bonne chose, tu vois? Bah, je Mais pense pour aussi, autant, hein. faut Bah, savoir oui, se oui. détendre un peu quand en face, c'est pas, du bodybuilding, voilà, qui est demandé, quoi. Bah, moi, je suis Parce que tout à fait mine de d'accord. rien, je finis là-dessus, mais il y a beaucoup T'inquiète. d'athlètes qui ont obtenu un très bon physique et qui le maintiennent, ou qui l'ont construit au fil du temps avec, une diète qui est quand même assez flex, tu vois? Mmh. Où ils se prennent la tête qu'avec les totaux, ils les répartent. Parce qu'au final, tous les jours, tu as tes habitudes, donc dans tous les cas, ce sera jamais complètement différent d'un jour à l'autre, mais même quand tu es assez flexible, tu as tes repères, quoi, tu vois? Genre, c'est humain d'avoir ses habitudes. Donc bon, faut savoir se détendre là-dessus, quoi. C'est sûr, moi je te rejoins vraiment là-dessus et même quand tu parles, tu sais, des timings, ou par exemple des macros ou autres, moi tu vois, c'est là où je parle de flexibilité et d'adaptation en fait, à un client. C'est qu'il y a certaines personnes, je vais peut-être juste donner les macros, mais c'est quand même très, 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 très rare. Mais en fait derrière, je suis toujours un petit peu pour surveiller en mode: «OK, quand tu fais ça, à quel moment tu viens manger?» Et je viens surveiller, tu vois, comment tu te sens dans la journée. Si la personne, elle est au macro, mais qu'elle me dit que elle se sent pas performante à la salle, que tu vois, il y a X choses, je vais dire, ok, bon, ben là, on va venir creuser, tu vois. Je vais pas être juste en mode, bon, ben tiens, les macros. Et puis même quand je donne les macros, je suis toujours un peu en mode, tu sais, je vais être un petit peu plus en détail, en mode, genre dans les lipides, les acides gras saturés, je veux bien venir les surveiller quand même, Mmh. tu vois. Les glucides, je vais voir si d'ailleurs au niveau du sucre, non plus la personne, elle tourne pas que à ça, tu vois, que de sucre raffiné. Est-ce que quand il met des micronutriments, enfin, dans ce qu'elle vient sélectionner. Moi, je trouve qu'il faut trouver l'entre-deux. Il faut surtout que ça soit adapté à la personne, comme tu as parlé de personnalisation. Mais au-delà de ça, il faut très souvent, je trouve, faire prendre conscience à la personne qu'on a en face de nous, donc notre élève, de quoi elle a besoin pour atteindre ses objectifs. Parce que très souvent, elle est à côté de la plaque. Quand on lui donne un plan ou autre, elle comprend pas pourquoi peut-être on lui donne ce plan, donc elle va se dire: «OK, c'est ma manière de l'atteindre». Mais il y a plusieurs manières qu'elle atteigne. Un compétiteur, c'est différent, tu vois? Comme tu as dit, tu vas inspecter un petit peu ses points faibles, qu'est-ce qu'il lui faut par rapport à sa catégorie, à l'échéance, dans combien de temps elle arrive. Il y a tout ça à prendre en compte. Mais quelqu'un qui arrive et qui me dit: «Oui, beh, bonjour, moi je veux perdre 10 kilos, je veux, être plus performante, prendre des pecs, prendre des fessiers ou autre». Je vais en mode: «OK, mais voilà ce qu'on peut faire. Par rapport à ce que toi tu m'as dit dans le questionnaire, beh, je vois que t'aimes ça on peut l'intégrer, on peut le faire à tel timing et après on met en place». Et je pense que c'est là où tout le coaching en dehors du bodybuilding a sa place. C'est vraiment faire prendre conscience aux gens tout ce qu'ils peuvent faire au quotidien et pas être limité à tout ce qu'on peut lire sur les réseaux. En mode que tu veux prendre du muscle, tu dois faire obligatoirement tant de répétitions, tant de séries par groupe musculaire, tu dois faire tant de séances par semaine. Non. Je crois que c'est dans un dernier podcast, j'en parlais avec Alex, lui par exemple, par rapport à la proximité à l'échec, il y a des gens qui ne sont pas faits, et c'est pas mauvais, je pense, de dire ça, qui ne sont pas faits pour aller aussi proche de l'échec. Tu vois, parce que ça demande une certaine expérience, des capacités, selon moi, de réussir à atteindre cet échec-là, et qu'on les a pas en quelques mois de pratique. Et du coup, il y a plein d'autres alternatives. Par exemple, augmenter le volume. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire chez les gens que je vois, que j'ai en suivi depuis un moment, et qui, malgré tout, sont plus ou moins loin des fois de l'échec. Pas non plus à 10 reps, hein, mais 5, 6. Et je vais être en mode, ben, on met plus de volume, parce que c'est peut-être quelque chose qui te correspond plus. On va chercher une fatigue qui va venir autrement, une tension qui va être créée d'une manière différente, en fait, simplement dans ton programme. Toi, t'en penses quoi de ça? De vraiment venir varier le volume par rapport à la personne? Alors, tu as dit beaucoup de choses. Ouais, je sais. Par où commencer? Hem,
Alors le fait que bon, on va revenir surtout sur la fin là avec pas tout le monde a la même capacité d'aller à l'échec, tout ça. Ouais. Il y avait un autre truc ou pas? Il y Je avait sais après plus. par rapport au volume et avant on parlait plus de tout ce qui était, nutrition, par exemple, de la flexibilité et tout ça pour Ouais. chacun, le nombre de voilà. Hem, Bah, tu vois, ça la flexibilité, ça fait un peu écho à l'entraînement. Tu vas raisonner qu'en volume, c'est un peu comme raisonner qu'en macro, qu'en calories. Ça te donne une idée de ce que tu fais, mais ça donne pas une idée de la qualité de ce que tu fais. Tu vois, tu parlais de garder, une trace des différents acides gras. Bah, tu vois, moi, j'ai souvent des femmes qui viennent me voir en suivi, qui ont toutes la même réflexion, c'est: «Ah, dans la diète là que tu m'as fait, il y a pas 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps». Ah, Et je dis: «Mais en fait, c'est le total, c'est une chose. Tu vois, faut pas que je te fasse une diète avec 20 grammes de lipides, tu vois, évidemment. Mais si je t'en mets 45, 50, 60, tu vois? Sachant que elles pèsent pas en général plus de 75 kilos, tu vois? mmh, Si je t'en mets déjà ça, faut que tu comprennes aussi de la qualité des lipides qu'on te donne, tu vois? Je préfère que tu aies 1 steak et 3 œufs tous les jours, que tu aies, 36 000, variétés d'huile, d'amandes, de machin et rien d'autre, tu vois? Donc, faut aussi regarder la qualité, ça c'est important et à l'entraînement, c'est pareil, on faisait l'éco le l'analogie parfaite avec, ben, en fait, le volume, c'est bien, mais il faut aussi, cocher les bonnes cases à l'intérieur des séances, quoi. Enfin bon, on a fait le tour, je pense, là-dessus. Donc pour en yes. venir, à la capacité de chacun d'aller à l'échec, moi, je pense que ça je vais pas faire le psychologue et tout, mais c'est simplement, je pense que ça dépend de comment tu as grandi. Pour été habitué, tu vois, à être confronté à un effort, assez intense quand on était plus jeune, tu vois? Enfin, du OK. sport de manière générale. Je sais que moi parce qu'en fait, ça t'y donne un peu goût et par logique, tu vas aller le rechercher. Moi, je sais que j'ai fait très longtemps du judo principalement. Je OK. suis allé ouais, j'ai arrêté en 2017, j'ai eu ma ceinture noire, après j'ai arrêté et je me souviens que du coup, bah, forcément, toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine, parce qu'il y avait jiu-jitsu, tout le bazar avec, bah, en fait, on se faisait des bons gros combats et je sais pas si tu as déjà fait des sports de combat de ce type, mais judo, surtout que tu as la pression de l'autre, c'est assez cardio mine de rien, même si tu es assez statique ou pas très, tu bouges pas beaucoup. C'est tout constamment un contrôle de soi, de l'autre, enfin, tu vois? C'est très, très, très épuisant, Ouais. surtout quand ça dure et en fait, tu as déjà ce côté-là de tu te dépasses, tu vois? À la fin des cours, on était tous les allongés au sol, en train de respirer comme, des cachalots, tu vois? Pendant 10 minutes, parce qu'en fait, on s'était donné dans les combats, machin et je pense que grandir avec ça, tu vois? Ça a fait que dès que j'ai commencé, bah, il y a 10 ans, tu vois? Dès que j'ai commencé la musculation, bah, tout de suite, je prenais les haltères et j'aimais bien quand ça brûlait, tu vois? Je Ouais. me souviens d'un truc particulier que j'ai fait, c'est que j'avais au début, je m'entraînais dans ma chambre, j'avais 13 ans, donc en fait, je pouvais pas aller en salle. Donc j'avais une barre et puis, 2 haltères de 5 kilogrammes OK. et je faisais des élévations latérales à un bras, à l'échec, mais à n'en plus pouvoir. Je faisais un côté, l'autre et tu sais, je changeais et jusqu'à que je puisse plus lever le bras, tu vois? Et j'adorais ça, puis derrière, tu avais des bons résultats, machin. Donc je pense aussi que ce côté-là d'aimer se faire mal est vachement important, mais ça s'apprend un petit peu, tu vois? Et je pense que Ouais. quand tu l'as pas par habitude, de par d'autres sports, bah, en fait, je pense pas que, enfin, je pense que c'est surtout ça, tu C'est vois, qui l'expérience au bloque un peu. C'est final. quand tu as pas eu un vrai pour moi, c'est surtout ça. Après, tu vois, c'est une question intéressante que tu me poses là et que tu as posée, du coup, à Alex aussi. C'est est-ce qu'il y a des gens, du coup, qui sont faits ou non pour aller à l'échec? Et je t'avoue, je me suis jamais posé cette question-là. Parce que bien souvent, je pense que je prends moins des gants que toi sur cette question-là, pour le coup. J'ai plus tendance à dire et du coup, là, on est peut-être pas d'accord là-dessus, mais moi, j'ai peut-être plus tendance à dire: «Tu t'entraînes pas assez dur là, tu mets pas assez d'efforts. Tiens, t'envoie une vidéo de, je sais pas moi ou d'un pote ou de je sais pas qui vraiment met de l'intensité dans la série» et souvent ça permet ça fait un petit déclic, tu vois? Moi, il y Mmh. a des exécutions d'exercices où j'ai dû voir des mecs enfin, par exemple, le squat. Ça m'a permis vraiment d'avoir des meilleures cuisses, de voir, je sais pas si tu connais Lucas Audemars? Non, ça me disait C'est un un truc coach de nom, français mais de body, d'il y a quelques années surtout et OK. il faisait tout le temps les cuisses. Squat, soulevé de terre, fente, machin et en fait, il faisait tout nickel avec une bonne flexion de genou, une bonne explosivité, un bon contrôle, tout était parfait, les mouvements. Et moi, ça m'a fait un déclic, je me suis dit: «Je vais faire pareil» parce qu'il a des cuisses de fou et ça m'a aidé vraiment, tu vois, à avoir une meilleure amplitude, à vraiment, tu vois, faire des beaux mouvements, presque haltéro, tu vois? Et d'autres trucs aussi, quand j'ai vu, par exemple, bah, Jordan Peters et toute la clique là, tu vois, des Anglais qui s'entraînent, ils tremblent, le casque qui tombe et tout, tu vois? Ouais. Hem, Ça m'a permis ça aussi de débloquer non plus la qualité d'exécution, mais par exemple, me dire: «Ah putain, ces mecs, ils vont jusqu'à là dans l'échec, avec une exécution nickel, avec autant de poids, faut que je fasse pareil», tu vois? Alors peut-être pas aussi loin qu'eux, mais je veux dire, faut que j'aille mettre beaucoup d'intensité avec une exécution nickel, beaucoup de poids
et là aussi, j'ai commencé à prendre un peu plus de masse sur certains groupes musculaires et tu vois? Je pense qu'il faut avoir aussi ce déclic et des fois, je pense que les gens aussi, on leur a pas montré. Ouais, Parce que je peux te dire que si je vais faire une séance et que je pense un peu à autre chose, je vais peut-être un peu plus être, comment dire? Les anglo-saxons disent «going through the motion», tu vois? OK. Faire les mouvements un peu sans Sans y réfléchir, être enfin, tu vois? dedans, Sans ouais. vraiment voilà. Et si je regarde une vidéo de Jordan Peters qui tremble au leg curl, tu vois? Il est Avant, à fond je dedans, vais peut-être quoi. un peu plus me concentrer, tu vois? Ouais. Je vais peut-être un peu plus, faire des reps, bien comme il faut, bien serrés et cetera. Je pense aussi qu'il y a ce conditionnement-là, de d'avoir eu un peu ce déclic, de l'avoir vu pour le comprendre, parce que dire à quelqu'un: «Entraîne-toi plus dur», des fois, bah, ils savent pas ce que c'est, tu vois? Moi, je vois personne s'entraîner dur en salle de sport, hein. Je vois personne se transformer en salle de sport, hein. Non, non, bah, Je peux c'est sortir dans vrai les salles où je que vais, enfin, ça m'est déjà arrivé de voir quand même des gens, mais c'était souvent des compétiteurs, tu vois? En dehors compétiteurs, c'est dur, tu c'est le vois de rare, hein. manière générale. Mais tu vois, je pense que c'est là où, pour revenir du coup au sujet aussi général du live, où on parle de la science et le terrain, c'est que donc la science nous dit, qu'il faut une certaine proximité à l'échec, mais c'est que là, on peut voir que sur le terrain, cette proximité à l'échec, on a tous une image différente de ça. Et comme tu as souligné, donc toi avec le judo ou autre, moi la musculation ça a vraiment été mon premier sport parce qu'avant j'étais pas du tout sportif. J'étais vraiment juste gamer. À l'époque, j'ai commencé à 17-18 ans la musculation. C'est vraiment pour perdre du poids, tu vois. Et quand j'ai commencé, je sais que j'avais pas du tout de proximité à l'échec. Mais par contre, je faisais plein de répétitions. Je transpirais, tu vois, j'avais une intensité qui était plus peut-être axée du coup cardio que musculaire. Mais donc du coup, j'avais un échec qui était plus en mode de mes capacités, peut-être mentales ou par rapport à la brûlure, par rapport au cardio, mais pas par rapport à l'échec musculaire. Et donc du coup, pour venir plus préciser par rapport à quand j'ai dit oui, bon bah peut-être que tout le monde n'est pas fait pour atteindre l'échec, je parlais surtout des différents types d'échecs, je pense qu'on peut rencontrer. Et je pense que tout le monde, on a un petit peu un échec qu'on préfère un peu, tu vois. Même moi, dans mes périodes, des fois, j'aime bien me faire peu de répétitions et peu de séries. Parce que je vais être en mode, vas-y, je vais vraiment être RIR 1, RIR 2, voire 0. Et des fois, je vais être en mode, bah, tu sais, j'ai pas envie d'être en RIR 1, 2. Je sais derrière ce que ça implique. Et par rapport à mes objectifs, j'ai surtout envie de kiffer ma séance. Donc, je vais taper plus de répétitions. Je vais peut-être même monter au-dessus des 20. Et je vais avoir un échec qui va être plus cet axé bah, sur mon cardio parce que je vais être épuisé, je vais être essoufflé ou autre, tu vois. Moi, je fonctionne pas comme ça du tout. Ouais, ouais, je m'en doutais un peu. Moi, alors, tu vois? Et justement, j'ai fait un podcast là, bah, cet après-midi justement où je parle des reps in reserve. Tu vois? C'était un des sujets Ok. et le fait de alors déjà, je dissocie du coup, on va dire 3 façons de terminer sa série. Rep in reserve, donc l'échec, enfin comment dire? Justement ne pas atteindre vraiment l'échec, Hmm. pas au maximum du moins. L'échec, on va dire postural et l'échec musculaire. Même si échec postural et musculaire, tu vois? Des fois, c'est lié Ça quand même. reste, voilà, ça va un peu de pair, donc c'est jamais noir et blanc. Disons que pour moi, l'échec postural, c'est vraiment quand l'exercice est un peu enfin, souvent les poulies articulaires, il est dangereux surtout, potentiellement libre et qu'en fait, casser l'exécution, bah, en fait, serait vraiment dangereux au vu de la charge, au vu de l'instabilité et donc là, dès que tu sens que ta prochaine répétition va vraiment être dégueu, même si tu as pris un temps pour t'arrêter avant ou quoi que ce soit, bon, tu laisses. C'est Ok. l'échec un peu de ta posture. Hmm. Ensuite, l'échec musculaire, bah, on va dire simplement que c'est juste le muscle qui peut plus vraiment se contracter, faire une belle rep aussi. Mais finalement, c'est un peu l'un comme l'autre, pu faire une belle rep. Bon. Mais ça vient pas de la Donc, même chose. Je pense qu'il y en a un, c'est peut-être plus pour les débutants, on va dire. Parce que le postural, je pense, ça peut plus arriver chez quelqu'un ouais. qui découvre un nouvel exercice ou Mmh. alors qui. Bon, Bien même sûr. si t'es Parce que tu avancé, voilà. pas encore ce que j'appelle le verrou mental, le fait de consciemment s'empêcher de casser l'exécution. Ça, chez un débutant, c'est pas encore installé. Ouais, Mais ouais, tu je vois. vois, pour en avancer, tu vois, mettons, pour moi, je mettais les débutants de côté. Pour en avancer, pour moi, il y a un peu ces 2 façons-là d'atteindre l'échec, mais c'est pas voilà et ça reste un peu entremêlé. Donc disons qu'il y a l'échec général et puis à côté, il y a les répétitions en réserve. Moi, j'ai un souci avec ça quand même, après tu me diras, bah, comment tu procèdes avec. Pour moi, c'est surtout c'est pas tellement le concept, c'est le postulat de départ. C'est savoir en fait, c'est savoir que ton échec sera là, donc Hmm. je sais que je suis à ça de l'échec. C'est ça avec ce avec quoi j'ai du mal. Par contre, tu vois, le concept de ne pas atteindre l'échec volontairement sur une série ou alors de s'en approcher mais de pas se tuer, c'est intéressant quand peut-être tu fais une certaine façon de déload, tu vois? Tu veux garder tes poids, tu veux pas avoir à regrimper les poids après. Ouais. Juste, tu t'éloignes de l'échec, tu gardes tes performances, mais nerveusement, tu calmes un peu le jeu.
En général, quand tu es pas épuisé nerveusement, c'est une bonne façon de faire 2 3 semaines comme ça. Bon, autrement, c'est proche d'une compète, tu vois? Par aussi. exemple, les jambes, tu vois, si tu te mets la misère à 7 jours, tu vas être un peu voilé, ça va pas être top. Même ça peut te stresser de manière générale physiquement. Par contre, si tu fais toujours du lourd, mais que tu t'arrêtes à, on va donner une moyenne, hein, 4, 3, 2, 1 rep de l'échec, tu as quand même eu un bon stimulus, tu as quand même eu un peu d'effort. Tes cuisses vont être pleines, hein, si jamais c'est ça que l'effet que tu veux, mais tu te seras pas, mis la mort, tu vois? Ouais, Pour et moi, c'est les tu 2 vas gros éviter le côté contextes. voilé, quoi. Le côté voilé pour la Voilà, c'est ça. compète ou Pour quoi. moi, c'est les 2 contextes, dans lesquels la limitation de la fatigue via, des reps en réserve finalement, même si c'est pas très quantifié, tu vois? C'est simplement une zone grise où tu t'arrêtes un peu avant. Pour moi, c'est les 2 contextes dans lesquels j'utiliserais. Maintenant, évidemment, je comprends l'idée, mais je t'avoue que moi, je l'ai jamais fait sur moi et je le fais pas sur les clients. Parce que aussi les clients, il y a un biais encore plus, c'est que tu peux leur dire 2 reps en réserve sur cet exo-là, et le client, il va se sous-estimer. Il aurait eu Ouais, l'échec à 10 reps, il aurait eu l'échec à 15 reps, il pensait qu'il était à 12, donc il en a fait 10. OK, ouais. Tu vois? Ouais. Ça aussi, c'est un gros risque, Alors, à mes yeux. moi, je fixe pas, je veux pas dire mon élève fait un RR 1, 2 ou 3. En fait, je pars toujours du principe que, déjà l'échec de semaine en semaine, il peut très vite varier de par comment toi tu te sens, mentalement avant d'aller à la séance, comment ce qui s'est passé dans ta journée. Enfin, tu sais, on n'a pas tout le temps la même énergie quand on va aller à la salle. Moi, je pars de ce principe-là. Une séance le 1er janvier et une le 1er février. Tu vas peut-être pas à la salle avec le même mindset, même si tu as envie de prendre du muscle, perdre du poids. Et des fois, il faut adapter à ce qui s'est passé dans ta journée, tu vois. J'appelle plus, moi, je leur mets en fait une note. Comment tu étais en forme cette journée. Il y a des journées, on ne le sent pas, on a eu une sale journée par rapport au taf, par rapport à X raisons, donc on sait que ça peut avoir un impact. Mais bref, passons ça. Du coup, moi, ce que je veux leur dire, c'est que je veux que vous mettiez de l'intensité, mais calculez pas des RIR. Je vais pas leur dire tu mets RIR 1 parce que ça va être biaisé. Lui il va peut-être me dire RIR 1, moi je veux dire que c'est un 3, un 4 et de semaine en semaine ça va pas être pareil. Ce que je regarde en fait c'est que quand ils me font des vidéos, je vais toujours regarder la phase concentrique de leur dernière répétition. Si je vois qu'elle est tout aussi rapide que la première, tu vois, c'est là où je vais pouvoir dire là, ça manque d'intensité. Je vais dire, moi, ce que je veux, c'est que ta concentrique, elle ralentisse à la fin. Alors, des fois, on le voit, il y a des petits filous qui ralentissent la concentrique parce qu'ils savent que sinon, je vais Ouais. leur dire, Allez, on- dernière rep et là, d'un ouais, coup, la rep, elle devient: «Ah! ouais, on Très passe bien». de l'avant-dernière à la dernière, genre la concentrique elle est 3 fois plus longue et justement ce qui me fait le plus marrer c'est que quand la concentrique devient compliquée, c'est à un moment où techniquement elle devrait pas l'être, tu vois? Parce qu'il y a pas le délire de à quel moment j'ai une tension qui va être hyper élevée, donc c'est là où l'exercice va être le plus dur et genre par exemple Putain, mec, typiquement hack squat tout en bas, ça monte, nickel et arrivé à la fin les derniers centimètres qui sont le plus simple, là ça met ouais. 3 secondes. Je suis en mode: «Ah là, Mmh. là, ça marche pas, on Tu me la fait m'étonnes. pas, tu vois? Donc c'est ça ma vision sur, l'échec, tu vois? Et je vais pas être en mode, bon, bah, voilà, je vais toujours essayer de motiver et à dire: ben tu peux en faire une de plus, 2 de plus». Moi, ce que je vais regarder, parce que j'ai pas de compétiteur, c'est encore une fois, est-ce que l'exécution est bonne? Est-ce que la personne, elle a une bonne adhésion à l'exercice? Et surtout, est-ce qu'elle arrive tout simplement, bah, à progresser, même si c'est 1-2 répétitions? Alors que oui, peut-être qu'elle pourrait faire 3-4, mais tant qu'elle progresse, qu'elle stagne pas ou qu'elle n'en a pas marre de l'exercice, moi je vois le côté positif et tant que bien sûr tout ce qu'il y a à côté, parce que je ne vais pas tout évoquer, ça se passe bien, voilà, moi c'est let's go. Après pour un compétiteur, j'entends, toi ça doit être différent forcément. Si quelqu'un te met pas d'intensité alors qu'il est en pleine prise de masse et que tu sais que c'est là où il va devoir créer le plus de masse musculaire, je pense que faut que tu le rentres plus dedans quoi. Je t'avoue que là-dessus, je dirais que je suis, alors difficile, c'est peut-être pas le mot, ça fait un peu, mais où je suis le plus, ou pour autant, là, je fais pas vraiment la différence entre compétiteur et pas compétiteur. Ok. Pour moi, tout le monde devrait s'entraîner dur parce qu'en fait, quand je construis un programme, tu vois, de base, je me dis: «Il y aura de l'échec sur toutes les séries de travail que j'ai notées», tu vois? Hmm. On fait peu de séries de travail. J'ai une bonne idée, donc je sais ce qu'il fait pas, tout est posé sur le programme évidemment. Donc j'ai une bonne idée de ce qu'il fait et donc si jamais il y a de la fatigue qui survient dans un bilan, il m'en fait part, voilà. Je sens que là, cette séance-là, tu vois, mes performances, elles dégringolent ou elles stagnent ou alors j'ai moins d'énergie. Alors ça peut arriver d'arriver une fois à la salle, tu as moins d'énergie, bon, c'est une occurrence, mais quand ça a une récurrence de 2, 3, 4 fois, Ouais, là, c'est à prendre en compte et donc là, tu peux te poser la question: «Tiens, est-ce que nerveusement, tu es pas un peu KO?» Ou alors est-ce que, je sais pas, il y a une autre raison? Tu creuses le sommeil, tu creuses, je sais pas, d'autres choses.
Mais quand ça en vient à la qualité même de la séance, oui, là, du coup, je suis très regardant. Mais pour moi, je pars du principe vraiment qu'on va à l'échec partout. Donc en fait, quand je fais un programme, la base du programme qui va évoluer dans le temps, il y a le moins de choses possible et on essaye d'en tirer le maximum, tu Ouais, vois? carrément. C'est un peu la base, comme ça on a du levier sur le long terme et comme ça, Mmh. je sais que, ça va pas enfin, d'office, c'est pas trop de volume d'un coup. Je démarre jamais quelqu'un avec un volume de dingue, même si je me doute qu'on va aller vers peut-être plus de volume qu'un autre. Dans tous les cas, tu as une base et je veux être sûr d'expérience que le mec va tenir sur le long terme. Mon but, c'est jamais justement, tu vois? Parce que paradoxalement, je vais à l'échec partout, ou du moins très, très proche. Comme on disait, il y a l'échec postural aussi. Mais dans tous les cas, je me dis: «Je veux pas avoir à faire des délos tous les 4 matins». Donc je veux pas me Ouais, griller nerveusement. Donc dans le choix des exercices, tu vois, il y a des fois, il y a des séances de dos, je vais peut-être faire, 3 exos très lourds, OK, buste penché, libre, machin et une autre séance où ça va être que des machines, mais beaucoup plus précis, tu vois? Donc beaucoup moins traumatisant nerveusement, mais peut-être plus de volume. Tu OK. peux avoir faut aussi comprendre que le choix des exos, le choix des reps, enfin, tu vois? Tout ça, c'est quand même un tout, tu vois? Bah, Donc je prends c'est tout en compte et forcément, comme ça, tu avances pas à pas et on évite au maximum la fatigue nerveuse et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est beaucoup de gens font cette erreur-là, c'est qu'ils délimitent pas leurs priorités et donc en fait, tu mets beaucoup d'énergie partout et au bout de 2 semaines, tu es claqué et le but, c'est que en fait, tu prennes jamais de déload ou jamais de semaine de repos, jamais de vraie pause, du moins qui est réellement, réellement nécessaire. Tu es épuisé et tout à cause de l'entraînement. Le but, c'est de jamais en prendre pour constamment avoir une progression qui est jamais, stoppée par une mini sèche si jamais tu es trop gras ou plutôt stoppée par un déload si jamais tu es trop fatigué. Il faut toujours carrément. qu'il y ait peu à peu des ajustements côté diète et entraînement. Parce que les pauses, c'est embêtant, surtout quand tu es sur une bonne lancée. Bah, ouais, mais je pense qu'en fait, comme ce que tu viens de dire, c'est que les gens, généralement, ils ne pensent pas assez long terme, ils pensent très souvent trop court terme, en mode on veut tout donner directement, alors que c'est Mais pas c'est une dur, hein. course. Ouais, mais ça me fait penser un petit C'est peu, tu soi-même, hein, sais, c'est dur, hein. quand on débute, très souvent, moi le premier, hein, tu sais, genre, oh, bon, ouais, c'est bon, je fais 6 mois de prise de masse, après je fais une sèche, après je refais, tu vois, on sait que c'est pas la chose la plus productive. Donc, si on veut vraiment avoir une évolution musculaire optimale. Donc, et tu as parlé aussi, il me semble, là, d'exercices guidés et des machines, poids libre, tout ça, dans les programmations, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop comparé entre la science et le terrain. On sait côté science, bon, on va forcément peut-être plus optimiser les machines, les poulies, parce que ça peut offrir plus de stabilité, une surcharge forcément plus douce, parce que passer d'haltère de 2 kilos à 2 kilos à des élévations latérales, c'est peut-être pas la chose la plus simple sur un septimus, tandis qu'à la poulie, bah, tu sais, tu peux ajouter des 0,5 et j'en passe. Et toi, est-ce que du coup, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que quand je regarde tes entraînements, je vois que tu as quand même beaucoup de libre, enfin, tu as l'air d'aimer ça, que ce soit du rowing, du squat ou autre. Donc, du coup, c'est quoi ton avis un petit peu là-dessus? Des machines contre les poids libres, tu veux Ouais, dire? ouais, machine contre poids libre. Bah, si tu fais que des machines, tu vas pas bosser tes muscles stabilisateurs, hein, faut faire attention. Je l'ai vu sur Instagram. Tes muscles profonds ou je sais pas quoi. Ouais, 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 ça c'est Non, la bon, classique. évidemment, je rigole, hein. Pour moi, en fait, quand pour expliquer un petit peu aux viewers, du coup, comment un coach, il raisonne, c'est que vraiment quand tu choisis des exercices, tu as différents degrés d'analyse d'un exercice. Il y a, comment dire? Est-ce qu'il est polyarticulaire, monoarticulaire? Est-ce que je vais chercher un travail lourd, un travail léger dessus? Est-ce qu'il est en début, en fin de séance? Est-ce qu'il est libre et guidé? Et c'en est un des axes principaux. Après, tu peux en rajouter d'autres. Et c'est une notion importante à prendre en compte parce que plus tu avances dans la séance, plus tu es fatigué, moins tu es stable. Donc, par exemple, une logique générale voudrait que plus j'avance dans ma séance, plus je me dirige vers du guidé de manière générale, des machines, des poulies, voilà. Pour autant, ça veut pas dire que tu peux pas commencer avec, pour autant, ça veut pas dire que c'est moins bien que les haltères ou que c'est la barre, peu importe. Pour moi, je fais pas vraiment de différence parce que tant que, comment dire? Moi, il y a des avantages et des inconvénients. Les machines, comme on l'a dit, tu es Ça. plus stable. Donc, tu as une trajectoire qui est souvent imposée, hein. Je parle pas des poulies, je parle des machines-machines. Tu Ouais, as une trajectoire qui est imposée, donc tu es plus précis. Par contre, tu es moins libre. Quand tu es libre de tes mouvements. Quand tu prends une charge, libre, donc des haltères, des poids, comme le nom l'indique, tu es plus libre, donc ça peut être un gros point positif. Par exemple, il y a une machine, morphologiquement, tu es à l'aise dedans et tout va bien, mais tu as une blessure, alors du coup, tu peux pas bien te positionner. ouais. Peut-être que des haltères peuvent t'aider ou peut-être qu'il y a un départ qui est à fond en étirement et peut-être tu préfères commencer, je sais pas, aux haltères ou autre chose.
En général, je trouve qu'il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, tu vois? Moi, je pourrais faire un programme avec que des machines. Ou que En du ce moment, je travaille pas mal aux machines, hein, je fais que très peu de poids libre, honnêtement. Hem, Tu prendras pas moins de masse ou plus de masse avec l'un ou avec l'autre. ouais. Franchement, un mec qui se dit: «Ouais, je vais faire du libre» et qui s'entraîne une écolière, franchement, il va pas prendre plus de masse qu'un mec qui fait des machines et qui s'entraîne très lourd, très intensément. Pour moi, il y a pas de distinction, c'est juste est-ce que tu as besoin d'être stable ou non? Est-ce que tu cherches à l'être? Est-ce que tu voilà, hein. Beh, Après le poids, beh, comme tu pousses un poids d'un point A à un point B, tu vas grossir, hein. bah, c'est comme C'est voilà, c'est comme tu l'as dit avant en fait, la prise de masse musculaire, elle repose pas sur un seul détail, que tu sois mmh, libre ou en machine. Si derrière tu mets l'intensité, tu as une bonne récupération, que tu manges suffisamment, que tu as une bonne alimentation et j'en ouais, passe, voilà, tu as plusieurs choses à cocher et parce qu'en fait, les gens s'attardent énormément sur ce genre de détails, tu vois? Et je pense que c'est ça qui les fait ne pas progresser. En fait, ils oublient la base qu'il faut répéter encore et encore, et que quand on répète, du coup, ça veut dire qu'on apprécie le processus, donc on a plus de chances de le tenir sur le long terme, et derrière qu'on met de l'intensité, qu'on se bouge en fait, littéralement, tu vois, que on n'est pas en vacances, quoi, en gros. Tu vois, tu vas pas à la salle pour faire trois quatre séries, être à 20 répétitions de l'échec. Voilà, je prends des extrêmes parce que chacun y va à son rythme quand on commence, bien sûr. Mais il faut sortir de sa zone de confort, quoi. Il faut pas l'oublier. Et en fait, j'ai l'impression que les gens cherchent un petit peu toujours à éviter de sortir de cette zone de confort en cherchant pas des excuses, mais un petit peu en mode, ouais, si, des excuses, en mode, bah non, c'est parce que je fais du libre et pas de la machine, c'est parce que je fais tant de séries alors que la science dit tant, c'est parce que je fais tant de répétitions et que la science dit tant, tu vois, c'est un petit peu se cacher un petit peu derrière tout ça, alors qu'en fait, la chose à retenir, c'est que il faut se bouger, il faut mettre de l'intensité, et, euh, et ça, c'est ce que la majorité des gens ne font pas, en fait, quand ils veulent progresser. tu sais, les excuses et la majorité des gens, souvent, ça va de pair. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas que les excuses, il y a aussi et c'est pour ça qu'on parlait d'avoir un coach, au-delà d'avoir des comptes à rendre, en fait, des fois, tu as juste plus de recul, comme on le disait Ouais, mais quand on n'a pas de et coach, tu vois, c'est difficile, tu vois, quand t'as pas de coach et que tu es sur les justement réseaux et que tu vois un petit peu tout ça, justement, les gens qui conseillent qu'il faut faire tant de répétitions, qu'il faut utiliser telle machine et pas celle-là, tu es en mode ouais, parce que plus personne te dit qu'il faut limite mettre de l'intensité, tu vois. Tout le monde te dit qu'il ne faut pas faire ceci ou pas faire cela, en oubliant la base, quoi, pour beaucoup. Donc oui, c'est important, quand on a un coach, forcément ça aide, mais quand on n'en a pas, alors ouais, parce que au delà des connaissances, hein, des fois, tu tombes dans tes habitudes. ouais, Des fois, aussi. tu te rends pas compte, mais tu te diriges vers ce que tu aimes bien quand tu te gères tout seul et c'est ce que tu aimes bien, comme je disais tout à l'heure, avec l'entraînement, bah, c'est pareil pour la diète. Ce que tu aimes bien, c'est pas forcément ce qu'il te faut, Ouais, tu vois? Et moi, exact. j'ai encore un coach et des fois, il me modifie mon entraînement, je me dis: «Putain, fais chier et tout, moi, j'aimerais bien plus faire ça», tu vois? Mais parce que quand on est dans sa zone de Oui, mais en confort fait aussi, même au niveau voilà, du choix moi, j'aimerais bien faire d'exercice. les bras, H24, tu vois? Mais Ouais. je vais pas faire les bras H24. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, il y a ça, puis il y a évidemment beaucoup d'excuses, ça c'est c'est juste les gens, enfin, on voile toute la face sur la vérité jusqu'à un certain gradient, tu vois? Le but, Ouais, c'est que ça soit le plus bas possible, parce qu'il y a tous un moment où on se conforte un peu dans quelque chose d'illusoire ou quoi, mais il faut que ça soit le plus rarement possible. Mais oui, j'entends des dingueries, tu vois? Par exemple et j'en parlais sur mon podcast du coup, Veni Vidi d'aujourd'hui. Vici, je vous invite à aller voir sur Spotify. Hem, il y a pas mal d'anecdotes que je racontais où des fois, il y a simplement des mecs qui viennent me demander des conseils à la salle, mais en fait, c'est pas pour me demander des conseils à la salle. C'est pour en fait qu'ils m'expliquent leur excuse et que moi, ayant peut-être un statut du mec musqué de la salle ou de coach, hem, valide Ouais, l'excuse. ouais. Il y avait un exemple particulier où je tournais au squat avec un mec, C'est toujours sur les jambes, j'ai plus âgé l'impression. De toute façon. voilà, souvent, plus âgé que moi, hein, peut-être la quarantaine, allez et je mettais, 100 on commençait à monter ensemble au poids. Je mets 100 kilogrammes, je mets 140, je mets 180, puis je mets 200 et il essayait de me suivre jusqu'à peut-être 140, mais en faisant un Ouais. cinquième de squat, tu vois? Ouais, ouais, OK. Puis il voyait que moi je faisais cul à terre et tout parce que bon, c'est comme ça que je fonctionne et je me souviens, je m'assois, tu vois, entre mes séries, puis il racle la barre après avoir fait une série, de 0 reps, vu qu'elle faisait 1/4 de rep, tu vois? Et il me dit: «Ouais, tu vois, moi je descends pas autant parce que j'ai mal au genou, machin». Je lui dis: «Mais si tu as mal au genou, c'est sûrement que, bah, ton genou peut-être il a
enfin, il fait pas justement sa fonction entière et peut-être que tu gagnerais à mettre moins lourd et à servir de ton genou à ce pourquoi il est fait, donc faire une amplitude déjà plus grande, si ce n'est complète. Bah oui. Et il m'a dit: «Non, non, non». Tu vois? Ah Il ouais. m'a dit: «Non, non». Mauvaise réponse, Amaury, j'aurais aimé que tu me confortes, parce que je mets pas aussi lourd que toi terre. Mais d'accord, OK, très bien. Bah, c'est souvent sur les squats ou la presse à cuisse, je pense. En plus, j'ai un de mes élèves, je sais, qui est en train d'écouter et que c'est lui, il avait un ami qui faisait de la presse et qui, justement, il descendait très peu, tu vois, également, pour, si j'ai une bonne mémoire, parce que ça date quand même d'il y a plusieurs mois maintenant, pour les mêmes excuses, tu vois. Ouais, il a mal au genou. Bah, je Ouais, mets du coup, en fait, je vais mettre 300 kilos au lieu de 200 parce que j'ai mal au genou, mais je vais le faire sur une petite amplitude, tu vois? ouais. Parce que c'est logique, parce que comme ça, je mets plus de pression sur mes articulations Encore moins et côté ça va aller mieux, musculaire. ça va mieux, Et ouais, tu vois? non, non, ça, et du coup, tu progresses encore moins au final. Donc, non, C'est c'est ça. ça. Et ah oui, ça que je voulais rebondir quand on parlait du libre ou des machines. Tu sais, quand on parlait de justement, t'es plus libre dans ton mouvement. Je pense que c'est aussi important les machines libres, dans le sens où, imaginons dans ta salle, la seule machine que tu as pour faire le dos, bon, je pense que ça existe pas, mais que ce soit un tirage en pronation. Tu vois, genre le tirage classique où on est comme ça. Bon, et que donc du coup, je pense que c'est peut-être pas ce qui est le plus, optimal au niveau, éventuellement de la prise, parce que tu peux être limité, encore une fois, peut-être, par ton biceps, par autre et que, forcément, là, si tu veux venir travailler d'une certaine manière ton dos, tu vas être limité. Tu vas avoir qu'une seule prise, en fait, au final. Et ce qui est bien, donc bon, avec les poulies, mais aussi avec le libre, c'est que tu peux facilement varier les prises. Et Mmh. surtout pour les muscles comme le dos, qu'on sait que la position de notre coude, comment nous on est positionné, l'ouverture de celui-ci va changer grandement le recrutement qu'on va avoir en fait de notre partie au niveau du dos. Et c'est là où c'est important. Selon le matériel qu'on a, des fois ça fait pas le travail, donc le libre peut aussi venir aider dans des cas comme ça. C'est le tu vois, c'est dans cet univers, tout est parfaitement équilibré, tu vois? C'est le yin et le yang. À la fois, on a des haltères où on peut faire beaucoup de choses et des Ouais, tractions dans lesquelles on peut faire beaucoup de prises, plein de variations. Par contre, c'est un peu moins optimal en termes de recrutement des fois et c'est peut-être plus dangereux de faire du libre aussi. Par contre, aussi. des fois, on a des machines, c'est plus rare d'avoir beaucoup de bonnes machines et tout, tu vois? C'est rare. Par Ouais. contre, quand on a une bonne qui est bien, on se sent bien dedans, elle a une bonne Mm. trajectoire, elle a pas été mal faite par je sais pas qui. Là, par contre, c'est nickel. Mais c'est tellement plus rare que le reste, tu vois? C'est toujours comme Bah, ça. Donc voilà, c'est les machines, c'est un peu qui tout double, tu vois? Il y a des machines que j'aime pas du tout. Alors c'est aussi morphologique des fois, tu vois? La oui. morphologie, ça rentre beaucoup en compte évidemment, mais mettons ça de côté, des fois, il y a juste des machines, c'est mal foutu, quoi, tu vois? Bah, s'il y a manque de Heu, réglage, selon, voilà. combien tu mesures et cetera ou autre, des fois tu es en Mmh. mode, bah, tu sais genre, ou même moi j'ai mémoire des de lavier, des machines de lavier, alors j'ai un bon souvenir sur certaines d'entre elles, mais en fait, tu as l'impression qu'elles sont faites pour des géants. Moi, je suis pas très grand, je fais un Ah mètre ouais? 68 et j'ai souvenir de poignets qui sont quand même pas mal balèzes. J'ai pas des mains de géant non plus, tu vois? Je suis en mode, j'ai Ouais, c'est l'impression pas que la sympa. machine, tu vois, genre, et puis, Finesse Break aussi est pas très, très grand, on fait la même taille, en fait et je sais que, du coup, pour des fois compenser les réglages de la machine, on devait, genre, se surélever par X, moyens avec un tapis ou avec un truc, je sais plus ce Yes. qu'on utilisait et tu en mode: «Bon, bah», tu vois, j'ai pas envie de demander à quelqu'un, qui est peut-être pas à fond autant que moi dans la muscu, mais qui veut quand même progresser, de se démerder à aller prendre un tapis à droite à gauche, de prendre, tu vois? Je suis en mode, bah, c'est chiant déjà, des fois pour certaines personnes, c'est compliqué d'aller à la salle, de commencer parce que c'est un challenge pour elles-mêmes. Alors si en plus, elles doivent commencer à faire, Monsieur Bricolage, c'est compliqué, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est un peu ce qu'on disait avec la diète, de bodybuilder alors que tu en es pas un. Mmh. Bah, il faut aussi avoir cette intelligence-là, face à l'autre, de se dire, lui, c'est pas moi, donc il va peut-être pas avoir envie de s'embêter, tu vois? Il travaille la journée, donc il y va à 18 heures. Il y a du Ouais, monde, ouais, il comprend pas pourquoi il ferait un truc si compliqué. Est-ce qu'il y a réellement besoin de bricoler un exo, tout ça, tout ça? Tu vois? Genre des fois juste simplifie, tu vois? Ce sera plus simple pour tout le monde. Bon, donc carrément. oui, c'est sûr que, c'est un peu qui tout double des fois les machines et c'est pour ça en fait, faut comprendre qu'il y a pas une énorme différence entre les machines et les poids libres tant qu'il y a du poids, tant que tu as le stimulus que tu veux. Exact. Alors oui, évidemment, bon, tu seras peut-être plus à l'aise, plus confort dans une machine qu'avec une haltère en fin de séance. Bah, ouais, peut-être, hein. Mais des fois, c'est peut-être mieux d'être avec un poids libre parce que ça correspond mieux à ce que tu veux faire et tu es plus tranquille dedans, plus à l'aise. C'est tout, hein, Mais c'est là, en fait, où on se rend compte que, en fait, la science, à mes yeux, elle est importante pour définir quand même certaines choses, parce que c'est grâce à elle qu'on peut avancer certaines choses, mais que
ce qui est quand même primordial, c'est toujours prendre en compte le terrain, le contexte, comme tu l'as dit, à quelle heure tu t'entraînes, combien de fois tu peux t'entraîner, nanana. Parce que tout ça, c'est totalement random comparé à ton profil, parce qu'il y a ton profil à prendre en compte et il y a ce que toi tu es capable de fournir. Tandis que dans une étude scientifique, il faut toujours se dire que les gens, ils ont tant d'entraînement comparé à tant d'entraînement, c'est sur une telle période. Et, euh, et donc, oui, ça nous permet d'avancer, ce qui fonctionne mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix faire ça, surtout selon ton contexte. Tu vois, il y a des gens qui ont même pas besoin d'appliquer 20% de ce que la science dit pour progresser, parce que c'est comme ça que eux, ils peuvent fonctionner et ça suffit. Tu vois, on peut le voir. Il y a des gens, je pense, qui ont des transformations physiques de fous furieux à la salle, alors qu'ils ne savent pas s'ils sont proches de l'échec, qu'ils ne mesurent pas plein de choses, parce que pour X ou Y raison, en fait, ils respectent indirectement certaines choses, mais surtout, bah, ils se posent pas de questions et ils font le travail, quoi. Ben, ouais, c'est comme beaucoup de choses, hein, plus tu réfléchis, moins tu mais en même temps, faut pas réfléchir, donc en même temps, bon, faut un peu des 2. Ouais. Hem, En fait, oui, faut pas tomber dans un le extrême, quoi. ouais, oui, vis-à-vis de la science, c'est sûr que ça a toujours ses limites, hein, c'est normal. Tu vois, c'est pour ça que, bah, justement, je parlais de l'Imperium tout à l'heure, mais en fait, c'est finalement tout mon parcours. Jongler entre la théorie, donc la science, tout ce que tu apprends d'un point de vue théorique et à côté le terrain, il y a toujours une alliance à faire entre les 2. Tu vois? C'est pour ça que tous les coachs que j'ai sur Imperium, que ce soit Anto, Luc, qui tu veux, moi, machin, on a tous mis un pied sur scène, on a tous des athlètes qui ont mis un pied sur scène et on a tous un bagage avec nos notions, notre domaine d'expertise, et cetera. Donc c'est important, tu vois, quand j'ai monté l'équipe, de me dire ça parce que justement, tu vois, je me rends compte à quel point, des fois, il y a un coach que j'aime bien, c'est, Scott Stevenson. Je sais pas si tu connais, c'est un Américain. Non. J'adore la façon dont il gère la nutrition, tu vois? Il utilise le nutriment timing, c'est une des méthodes que moi j'utilise beaucoup avec mes clients OK. et avec laquelle je suis très familier. En gros, le concept, disons, dans les grandes lignes, c'est de capitaliser, en fait, sur l'apport en glucides autour de l'entraînement et après le reste du temps, c'est surtout protéines, lipides et cetera. Bon, après, il OK. y a 1000 et une façons de faire, de nuances, mais c'est une très bonne façon dans le raisonnement qu'il y a derrière, de rester propre en prise de masse et de sécher en marquant ses performances, tu vois? D'un sens comme dans l'autre. Bref, donc je le suis à 100 sur ça. Par contre, l'entraînement, je le suis sur le raisonnement et tous les constats qu'il fait pour créer ses entraînements, mais il a une méthode d'entraînement, j'arrive pas à suivre. C'est un OK. espèce de full body, half body, et cetera. J'ai essayé de le faire sur 2 clients, j'ai abandonné il y a bien longtemps. Par contre, la nutrition, j'adore. Donc aussi, quand tu te renseignes, il y a des coachs où tu vas prendre des choses, pas aimer d'autres, et cetera. Donc en fait, chaque coach est un peu aussi le cumul de son expérience, de qui il a écouté, de ce qu'il a retenu, pas retenu. Honnêtement, chaque échange que j'ai eu avec avec un coach qui était au-dessus de moi en termes de connaissances, d'accomplissement, à chaque fois, tu vois, j'en ai tiré quelque chose, tu vois? Ouais. Chaque fois, c'est une leçon. Donc en fait, il y a toute cette expérience-là à avoir et je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais oui, enfin oui, finalement, Mmh. la théorie et la Ouais, surtout science, ça. la théorie, toutes les notions que tu apprends, faut toujours les appliquer, puis c'est bien aussi des fois pour éviter de perdre du temps et faire des erreurs, d'apprendre d'autres personnes, tu vois? De tendre l'oreille. Bah, lui, il envoie des mecs à Olympia, je vais peut-être fermer ma gueule 10 minutes et lui poser deux trois questions et écouter, tu vois? Parce que Ouais. peut-être qu'il y a un truc qu'il a pas compris il y a peut-être un truc que moi j'ai pas compris qu'il a compris, sûrement même. Donc oui, c'est ouais, c'est Bah, en fait, faut tu vois, toujours les 2. il y a le côté, donc beh, la science qui pour moi, beh, c'est elle qui donne, un petit peu les directions, tu vois? C'est parce que c'est elle qui nous a appris, aussi, beh, comment, peut fonctionner, le stress mécanique et cetera. Enfin, tu vois? Qui régit tout ça. Il y a le côté donc terrain et il y a le côté humain, tu vois? Comme tu as souligné, de par ton expérience ou autre, beh, c'est comment toi tu vas aborder ça avec le client. Ça se trouve, comme tu as dit, lui, il a amené des gens à Olympia. Il fait même s'il fait peut-être des séances d'entraînement, que tu vois, tu as du mal toi à mettre en place ou que tu t'accroches pas avec ça, c'est que forcément derrière ça fonctionne parce qu'il y a quelque chose qui permet quand même de progresser musculairement, qui tu vois, il y a tout ça. Et c'est très souvent ça que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait quand ils voient un diète ou un plan d'entraînement, ils ne voient que la diète ou le plan d'entraînement. Ils voient pas ce que derrière ça va provoquer. Ouais. Donc et ça c'est important à prendre en compte. Ouais, parce que tu vois, je peux mettre à côté 2 programmes d'entraînement de 2 clients qui ont un profil, complètement différent, mais les mêmes objectifs et au final, tu vas avoir un truc très différent Ouais. et Dieu merci d'ailleurs, mais c'est normal et
Je vais rebondir sur un truc, mais j'ai oublié. Mais oui, tu vois, il y a même des coachs, du coup, je les citerai pas, mais il y a un coach en particulier, en France, qui est je pense, tu lui demandes de t'expliquer, des bases de physiologie ou de biochimie et tout, il est paumé, tu vois? Genre, il saura pas te dire. Par contre, il a tellement bossé avec tellement de mecs qu'il a quand même des repères dans les diètes, dans les entraînements qu'il fait, tu vois? Et il saura pas t'expliquer le fond du truc, ce qui est dommage parce qu'un coach est censé comprendre quand même, comment le corps fonctionne évidemment, du moins Ouais, sous ce minimum de d'aspects. Par contre, il a des super résultats parce qu'en fait, il a peut-être pallié à ça, son manque de notions avec beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup, beaucoup de terrain et donc des méthodes qui du coup s'affinent avec le temps. C'est pas ouais, une situation dans laquelle, je dis qu'il faut être. Il faut avoir un bagage et de l'expérience. Mais ça prouve que énormément d'expérience, bah, mène à justement, aussi le fait de remarquer enfin de créer ses propres méthodes, parce qu'on a remarqué sur le terrain que telle chose fonctionnait mieux, sans pour autant des fois avoir un bagage de dingue. Tu vois? Des fois l'action prévaut sur, j'ai 46 diplômes et 36, bachelors. Bon, bah, ça veut pas dire que forcément sur le terrain tu vas être bon, même si évidemment tu as des bons outils, quoi. ouais. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis du coach qui a quand même des bons résultats, même s'il a que l'expérience, en fait, alors oui, ça peut exister, je suis d'accord avec toi avec ça, la preuve, hein, apparemment ça existe, même si je sais pas de quel coach tu fais référence. Mais en fait, le problématique, c'est qu'il peut pas expliquer pourquoi ça fonctionne, tu vois. Et c'est que je pense, Problème, voilà. en fait, quand il y a un problème, si jamais ça marche pas ou autre, ou même on peut voir des gens à la salle, oui, moi j'ai fait ça, du coup j'ai pris de la masse musculaire. Ben oui, mais tu peux pas expliquer pourquoi ça a provoqué, etc., etc. Et cetera. Et c'est là où moi ça pose problème parce que du coup tu vas venir conseiller à des gens de faire ça, alors que tu sais pas si ça a marché parce que c'est le programme qui est bien fait ou parce que ça correspondait bien à la personne ou X autre raison en fait. Voilà, mais tu vois, comme je te donne cet exemple-là, non pas, comme je disais, pour qu'il soit répliqué et Hmm, dire, bien sûr. il n'y a pas besoin d'avoir de notions parce que si tu fais du terrain, tu vas remarquer que des choses marchent. Non, mais c'est pour montrer que à elle seule, ou quasi seule, l'expérience joue pour beaucoup, pour beaucoup. Parce que moi, il y a des fois où je vois des trucs marcher et je me dis: «Mais je sais pas trop pourquoi ça marche, mais je remarque que ça marche. OK, bon, on va l'essayer une autre fois pour voir sur une autre personne. OK, ça marche». Mais des fois, tu vois, tu as des idées vagues de pourquoi un truc marche, mais tu pas bien sûr, tu vois, des fois une méthode, tu vois, une combinaison de choses, tu te dis: «C'est marrant, ça marche», mais je saurais pas l'expliquer en détail du moins. Ah, il y a trop de facteurs inconnus des fois. Ouais, des fois juste, bon, ça marche. Bon, soit, OK, d'accord. Donc oui, évidemment, faut pas en fait, faut pas être dans l'un des 2 extrêmes, mais je pense que tout le monde, doit bien s'en douter, hein. Faut pas être non plus, le nez dans les études, à ne jamais vraiment agir ou voilà, ni être non plus que dans l'action et ne jamais avoir le background pour comprendre pourquoi ce que je fais marche. C'est un juste milieu. Voilà, c'est un Hmm, juste milieu, mais il faut pas négliger les 2 parce que comme dans l'un, dans l'autre cas, tu es limité. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai construit, tu vois, l'équipe, justement, je voulais absolument des mecs qui ont les 2 facettes, tu vois? Qui ont vécu la bien sûr. chose en tant qu'athlète, qui le font faire à des athlètes, mais qui derrière ont le bagage pour comprendre, les tenants, les aboutissants. Parce que sinon, en fait, tu transmets des notions aux gens et c'est un peu vide, tu vois? Carrément, Puis il y a des j'entends. domaines, tu vois, genre, physiologie interne où je suis clairement pas au niveau de d'Anthony, tu vois? Ou alors de Ouais, Luc et donc ouais, je vois. simplement, je vais pas commencer à m'aventurer à faire les vidéos qu'ils font parce que non, tu vois? Autant leur demander à eux et là, Bah tu oui. vois, les gens, quand ils arrivent sur le forum, ils ont des experts pour chaque truc et personne empiète sur l'autre, parce que chacun a son truc. Ça, c'est Mais important c'est aussi. c'est bien qu'il y ait cette entraide en fait parce que tu vois, c'est tellement complet, tellement vaste, comme tu as dit, musculation, nutrition, physiologie et tout. Je pense que c'est impossible qu'une seule personne arrive à regrouper tout ce qu'il faut savoir autour de Mmh, là, sans parler de l'expérience qu'il faut avoir derrière. Parce que un coach qui a coaché uniquement des bodybuilders, il va avoir une expérience avec des bodybuilders, mais quelqu'un qui n'a pas coaché des bodybuilders va avoir une autre expérience, quelqu'un qui a des problèmes de santé, pareil. Et donc du coup, de réussir à mixer tout ça ensemble et en fait, ben, avoir un travail d'équipe qui se complète, tu vois, je trouve que c'est hyper important, vraiment. mmh. Bah, absolument parce que, déjà de un chacun un petit peu, mine de rien, son domaine d'expertise, comme je disais, sa zone un peu de génie.
Mais en fait, le truc qui est important, c'est que chacune de ces personnes-là, justement, sur le forum, fait des trucs en lien avec le bodybuilding, tu vois? Ouais. Il y en a jamais un qui est enfin, évidemment, Anto, par exemple, il est pas 100 body, il coach pas que des bodybuilders et tout, même Mais il connaît le quasi peu, voire fonctionnement, tout ce aucun, qui va hein. être physio pour un body, Voilà, quoi. exactement, mais il fait plein de consultations, plein de d'échanges. Il a coaché des athlètes qui font du bodybuilding, donc forcément, il peut se rattacher à ça et ça, c'est super important, tu vois? Ouais, Parce ouais. que s'il parlait juste de physio, ça reste intéressant, mais je voulais vraiment que quand des bodybuilders, tu vois, ils arrivent sur le forum, ils se disent, «OK, là, on parle de moi, on me parle à moi. OK, Mmh. j'ai un pied dans le truc, quoi». Ouais, C'est j'entends, important. j'entends la chose. Et après, tu vois, surtout par rapport à ce que tu disais, juste par rapport à l'expérience ou autre, ça peut marcher forcément d'avoir que d'expérience, mais moi, parce que moi, ma vision des choses, c'est de, quand j'ai un élève, de lui transmettre un petit peu le pourquoi de comment ça marche, tu vois, pour qu'il devienne Mmh. autonome. Et que quand, du coup, on n'a que l'expérience, on peut pas le transmettre ça, ou alors on va le transmettre d'une mauvaise manière, que la personne va croire que, du coup, c'est en faisant uniquement de cette manière-là que ça fonctionne. Alors que, bah non, en fait. Tu vois, donc c'est juste ça, moi, qui me pose un tout petit peu problématique. Mais encore une fois, si la personne qui est coachée et la personne qui coach en a conscience et que tu vois que que c'est bien fait, ben, je suis en mode ok, tu vois. Mais je pense qu'on a. Moi, j'ai ramassé du moins des élèves qui étaient en mode ça marche comme ça parce que mon coach à l'époque m'a dit que ça marchait comme ça et qu'il a jamais expliqué le raisonnement en fait derrière les choix alimentaires ou en musculation. Après, tu vois, je peux comprendre que les coachs parce que moi, des fois, c'est le cas, tu vois? On m'engage pour faire un suivi. Bon, évidemment, tu comprends pas un truc, je vais t'expliquer parce que si tu comprends pas ce que tu le fais moins bien, tu vois? Tu appliques moins et cetera. Ouais, Après, tu es pas là non plus pour faire des cours magistraux, mais évidemment, tu vois? Quand tu as un client qui est un peu à la ramasse et tout, il voit pas l'importance de ce que tu as mis sur le papier, donc il ouais. se dit: «C'est pas gênant si j'inverse les exercices? C'est pas gênant si j'inverse les repas là? C'est pas gênant si ça je le prends, 15 minutes après en rentrant chez moi?» C'est pas un drame, mais ça va être gênant parce que moi, j'ai réfléchi au truc de cette façon-là. Moi, je veux qu'il y ait ces choses-là à ce moment-là pour cette raison. Là, tu viens expliquer, ouais, c'est sûr. Et quand tu pas le bagage, enfin, quand en fait, quand tu pas un raisonnement solide derrière ce que tu as compris, enfin, derrière ce que tu as construit, pardon, en tant que programme, Ouais. bah, en fait, tu peux pas l'expliquer. Et même, ça devrait t'inquiéter de ne pas pouvoir expliquer ce que tu fais faire aux gens. Bah ouais, Donc, je clairement. trouve que en fait, chaque point de ton programme en tant que coach doit être justifiable. Tu vois, j'ai fait ce choix-là Mm, parce que un tel. Tu vois, clairement. là, sur l'Imperium, je vais pas en parler davantage, pas pour faire ma com non plus, mais T'inquiète. j'ai fait une vidéo de 1h50 sur comment construire son push-pull legs, parce qu'en fait, j'ai mis des exemples de séances et j'ai expliqué le raisonnement de ces séances-là, exemple. Mm. Et en fait, tu vois qu'il y a il y a rien de magique, c'est juste, j'ai un cheminement, tu vois, sur chaque séance, sur chaque diète et tout. Et c'est important de le montrer aux gens. Parce que Bah des oui. fois, quand tu t'y connais pas bien, tu vois un tel s'entraîner d'une façon, tu te dis: «Moi, je m'entraîne pas comme ça, il a peut-être que je devrais m'en inspirer parce que lui doit savoir mieux que moi» et Mm. au final, tu avais fait des bons choix. Tu avais peut-être pas des raisonnements aussi clairs qu'un coach expérimenté, mais tu avais fait des bons choix qui te correspondaient et tu t'en vas à faire autre chose et tout. Il y a pas d'exercice magique, il y a pas de méthode magique, il y a que des bons raisonnements à avoir quand tu construis une diète, un training, c'est juste, il faut savoir enfin, où tu veux aller, en combien de temps et choisir une méthode dans les grandes lignes, ensuite l'adapter à toi Bah et exactement comme t'as dit, ouais. C'est où est-ce que tu veux ça aller, peut se comment tu veux y aller, et tu vois, comprendre en fait. Moi, j'amène quelqu'un d'un point A à un point B, mais je veux qu'il comprenne comment on y arrive, tu vois, au point B. Parce que s'il arrive au point B et qu'après c'est ciao, il se retrouve à nouveau tout seul. Je sais très bien ce qui va se passer, on le sait au niveau des chiffres ou autres, après des régimes ou après je sais pas quoi. Très souvent, les gens échouent à continuer parce que pour moi, ils n'ont pas compris. Quand tu n'as pas compris comment ça fonctionnait, ça veut dire que tu n'as pas cette flexibilité de pouvoir le reproduire de manière diverse et que ce que tu fais à un moment T dans ta vie, c'est pas ce que tu vas pouvoir faire toute ta vie en fait. Donc Ouais, exactement. voilà, moi c'est un petit peu mon mot de la fin, un petit peu entre la science, le terrain, ce qu'il faut pas oublier. Moi c'est un petit peu ça le plus Mmh. important. Est-ce que toi tu aimerais rajouter un petit mot pour la fin? Non, bah, écoute, je te remercie d'avoir pensé à moi pour le podcast. Je trouve que j'ai écouté, un peu rapidement quelques débuts d'autres épisodes et tout. Je trouve ça assez intéressant, donc j'invite les gens à te mettre 5 étoiles sur Spotify, parce que c'est important de leur dire quand même Très et important. de s'abonner et d'être au rendez-vous, pour les prochains épisodes et je te remercie encore une fois d'avoir pensé à moi. Ben, merci à toi d'avoir été présent du coup, César. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui nous écoutent là actuellement en rediffusion. Et on se dit à très vite. Bye. À plus.